Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. La chaîne est consacrée à la discussion des idéologies contemporaines qui traversent notre société et nous avons le plaisir aujourd'hui de continuer la discussion avec Batior, avec qui nous avons entamé une série d'émissions sur la politique euro-arabe de l'Union européenne. Si vous voulez savoir plus de ce que Batior a raconté, il faut voir les trois émissions précédentes, celle-ci et la suite. Et je vous invite à regarder l'introduction et la discussion des sujets principaux qui touchent à ces accords arabes dont on va parler ici. Donc, nous continuons notre troisième émission qui s'est arrêtée sur la discussion des thèmes des accords euro-arabes dont Batior a beaucoup parlé pendant les trois premières émissions. Je vous pose, Batior, la question que nous n'avons pas encore discutée avec vous, que nous n'avons pas vue ensemble. C'est une question qui concerne les thèmes des accords euro-arabes que vous avez très bien éclairés dans les émissions précédentes, ainsi que dans tous vos ouvrages. Nous avons parlé à la fois passé des groupes nationaux européens, des associations parlementaires pour la coopération euro-arabe regroupées dans un comité nommé Eurabia et de leurs objectifs. Alors maintenant, la question suivante porte sur les thèmes de ces accords. Quels furent leurs thèmes? La parole est à vous, Batior. Ces thèmes sont politiques, économiques, stratégiques et culturels. Ils sont très variés. Il s'agissait de construire d'ailleurs une politique sur une base consensuelle pour les 9 pays de la communauté européenne. Les comités de ces associations examinèrent les instruments nécessaires pour unir les deux rives de la Méditerranée. C'était ça le but de ces accords et de nombreuses rencontres. Ces travaux furent complexes et évoluèrent au cours des décennies. Donc, il faut les suivre chaque année et en voir les développements qui s'adaptaient aussi aux différentes circonstances politiques. Néanmoins, il y eut trois pôles principaux qui, dès le début et jusqu'à aujourd'hui, façonnent la pensée politique de l'Union européenne, et c'est pour ça que je les décris. Le premier et le plus important fut naturellement l'irréductible opposition à la restauration de l'État d'Israël, puisque c'est de toute façon l'organisation de ces comités faisait suite à la fameuse conférence d'amitié de 1969, amitié entre l'Europe et les pays arabes. Donc, c'était donc la base était de l'adoption finalement d'une politique et qui conduirait à la destruction de l'État d'Israël, conformément aux engagements qui avaient été pris avec le monde arabe. Le second point principal est le mythe andalou, c'est-à-dire le principe d'une supériorité culturelle et morale et intellectuelle de l'Europe, de l'islam, pardon, sur l'Europe et de la dette de l'Europe vis-à-vis de l'islam. C'était un thème très important qui a été utilisé souvent, qui a donné lieu à différentes conférences et réunions. Et Et enfin, dernièrement, on a entendu Macron aussi dire la même chose, c'est-à-dire que ce mythe continue à exister et même prospérer tant dans le discours scolaire que dans le discours politique. oui, il est dans l'ADN de ce que j'ai appelé le Rabia, le nouveau continent Rabia, donc qui a été construit au cours d'une cinquantaine d'années, enfin cinquantaine non, de 40 ans, depuis la date donc de ces arrangements et euh, de ce Conférence de soutien partenariat. oui, au peuple arabe. Ah, tout à Ce fait. partenariat méditerranéen, comme il s'est appelé par la suite. Et le troisième point très important est le multiculturalisme, c'est-à-dire le principe de non-intégration des populations musulmanes immigrées en Occident.
C'est un point très important, mais aussi qui constitue un domaine très complexe. Alors, donc, je commencerai par le premier point, euh, qui définissait une position euh, qui n'était pas consensuelle, parce que beaucoup de personnes et voyaient très bien la politique antisémite et s'y opposaient. Mais néanmoins, elle s'est exprimée dès 1947, donc 2 ans seulement après la Shoah, la Grande-Bretagne avait annoncé qu'elle mettrait fin à son mandat le 1er août 1948 et avait demandé à l'Assemblée générale de l'ONU de nommer une commission spéciale chargée de faire des propositions en vue du futur gouvernement de la Palestine. Alors déjà, cette position semble bizarre parce que ce n'était pas prévu dans le mandat qu'il y ait une autre organisation qui prenne la suite du mandat. Et ça ne s'était pas fait avec tous les États qui avaient été mis sous mandat, tous les États arabes qui avaient été mis sous mandat, comme la Syrie, l'Irak ou la Transjordanie, et qui avaient, le mandat s'était dissous et le gouvernement avait pris, désigné, avait pris en charge la suite, donc l'État. Donc c'est seulement pour la Palestine que la Grande-Bretagne a adopté cette position. Euh, les propositions de cette commission qui avait été formée euh, furent approuvées par l'Assemblée générale sous le nom de résolution 181. Cette commission, je vais vous dire rapidement ce qu'elle proposait. C'était assez complexe puisqu'il y a plusieurs pages. Cette commission proposait de découper la Palestine, donc le foyer national juif, en 3 bantoustans, des lambeaux de territoire juif pour l'État juif, un second État arabo-palestinien jumeau de la Transjordanie et une ville de Jérusalem qui serait agrandie et sous contrôle international. Cette commission proposait également que les gouvernements des Bantoustans juifs et arabes soient supervisés pendant 10 ans par des comités de tutelle internationaux. Euh, Je vais afficher toutes le ces texte de la déclaration. Une minute. Le texte complet de la déclaration se trouve, bon, peut être trouvé sur Internet. J'afficherai le lien épinglé sous l'émission. Voilà, oui, bien sûr. Elle est très intéressante à lire d'ailleurs, car toutes ces propositions, même les plus absurdes, furent approuvées par l'Assemblée générale sous le nom de résolution 181. Les États arabes, naturellement, qui refusaient tout État juif indépendant, refusèrent cette proposition et en mai 1948, 5 armées arabes violèrent les frontières de la Palestine pour y massacrer tous les juifs et piller leurs biens, comme cela avait été annoncé par le secrétaire général de la Ligue arabe. Vous connaissez la suite. Je n'évoque cette résolution 181 que pour vous dire qu'elle n'a aucune valeur normative, surtout après la guerre de 48 et son rejet par les Arabes. Et d'ailleurs, même avant, puisqu'elle contredit les traités précédents de San Remo en 1920 et la déclaration de San Remo et le traité de Lausanne en 1923, ainsi que l'attribution des mandats. Ces traités ne furent jamais abolis. Euh, donc, ces propositions, leur valeur de ces traités demeurent encore actifs, sont encore valables puisqu'ils n'ont jamais été abolis. Donc, personne n'en parle. Alors, pourquoi je vous parle de cette fameuse révolution 181? Parce que la politique de l'Union européenne
ne cesse d'accuser Israël, de violer les décisions internationales et de coloniser des terres arabes et palestiniennes qui ne sont pas les siennes, en se référant précisément à cette résolution 181 comme si elle était valable et en fait qui ne représente qu'un stratagème cynique, pervers et vicieux pour empêcher, 2 ans après la fin de la guerre, la restauration d'un État juif comme cela avait été prévu par les traités antérieurs. Or, l'ONU ne peut disposer à son gré de territoires qui ne lui appartiennent pas. Et ces décisions, de plus, ne sont pas coercitives. Par conséquent, cette résolution 181 n'a aucune valeur, comme cela a été démontré par des juristes internationaux célèbres. Je ne suis pas juriste. Donc, j'ai bien étudié leurs arguments et j'ai examiné moi-même les documents qui sont relatifs. Donc, ce n'est pas une opinion personnelle que je dis là, mais une opinion validée par des juristes connus et qui sont spécialisés dans le droit international. Le second point important de ce pôle antisioniste est l'alliance des 9 États de la communauté européenne depuis 1973 avec Arafat et l'OLP, ce qui les amène à s'associer au djihad d'extermination contre l'État juif prôné par Arafat et l'OLP et d'intégrer, du fait de cette alliance, d'intégrer dans le mode de pensée européen le logiciel djihadiste avec toutes ses composantes comme modèle d'action politique. Les 9 répètent à l'envi défendre les droits inaliénables d'un pseudo-peuple palestinien qu'ils ont créé, parce qu'on ne parlait pas auparavant d'un peuple palestinien, aucun traité ne les mentionne. Et d'ailleurs, il y a des signes, il y a une terminologie, il y a euh, des caractères qui euh, démontrent qu'un peuple, une agglomération de population est un peuple. On ne peut pas se déclarer peuple comme ça, comme l'on veut, et réclamer un territoire. Et donc, ces 9-là, donc, ont créé un peuple palestinien afin de spolier le peuple juif de son passé et de son héritage qu'il transfère à ses ennemis. Donc, c'est une façon de régler aussi le problème juif en remplaçant l'État d'Israël par la Palestine. C'est pourquoi l'Union européenne a aboli arbitrairement les noms trimillénaires de provinces qui ne leur appartiennent pas, qui ne appartiennent pas aux États européens. Les provinces de Judée et de Samarie, par exemple, pour en effacer l'histoire juive. Donc, on a vu ceci à l'encontre d'aucun pays, des États qui s'arrogent le droit de changer le nom de certaines provinces qui ne leur appartiennent pas. Cela dit, je précise que même si en français on dit Cisjordanie, le terme Cisjordanie a été employé par le roi Abdallah pour parler de ce territoire qu'il considérait qu'il avait annexé après la guerre. Et enfin, les Juifs continuent à dire Judée-Samarie, c'est pareil, en hébreu, il n'y a pas de terme semblable à Cisjordanie. Non, ça n'existe pas. Il n'y avait pas, ça n'a jamais existé un territoire de ce nom. L'UE exige d'une seule voix aussi,
le recul d'Israël sur les lignes d'armistice de 1949 qu'elle appelle faussement frontières internationales et réclame la souveraineté arabo-islamique sur la vieille ville de Jérusalem qui a été vidée de ses habitants et islamisée et arabisée après la guerre de 48-49. Au plan international, euh, l'UE s'acharne à faire des pressions constantes sur Washington pour l'amener à s'aligner sur la politique arabe, comme le mentionne Christopher Patten, ex-commissaire des Affaires étrangères de l'Union européenne, dans son livre What Next, publié en 2008, et dans des termes absolument à la limite du supportable, où il décrit la relation d'amitié entre l'Amérique et l'État d'Israël comme unhealthy. Euh, Unhealthy, euh, Malsain. malsaine, une situation malsaine vis-à-vis, donc, comme si une relation amicale avec Israël, l'État d'Israël était malsaine. Euh, de même, l'UE imposé dans la politique mondiale le thème de la centralité du problème palestinien. Et cela apparaît dès le début en 1974. Ces officines diffusaient aussi une propagande raciste et antisémite par le déni des droits souverains d'Israël dans sa patrie historique. Ce déni accrédité donc des propos diffamatoires et totalement injustifiés, accusant les Israéliens d'être la cause du terrorisme et de mettre en danger la paix mondiale. En fait, cette accusation a été répétée sans arrêt et jusqu'à maintenant. Et c'est Israël maintenant, avec même dans la situation de Gaza et l'agression de Gaza provoquée par le Hamas. Borrell a déclaré que il y a une cause à Gaza et c'est l'injustice et c'est le mauvais traitement à l'égard des Palestiniens. Donc, la cause qui est le djihad est toujours effacée derrière l'accusation de la culpabilité d'Israël. Euh, en fait, l'UE prétendait que c'était la restauration de l'État d'Israël qui étant une injustice causée, tout le était la cause du terrorisme. Euh, L'alliance avec les mouvements djihadistes fait partie de l'ADN de l'Union européenne, car en fait, c'est elle qui lui garantit son immunité territoriale, moyennant son allégeance aux guerres de ses protecteurs djihadistes. Oui, ça, on Ça peut le fait voir. partie, c'est une ancienne, c'est une situation qu'on retrouve toujours dans l'histoire. Des États chrétiens qui se deviennent tributaires, qui essayent de se défendre contre le terrorisme du djihad en s'alliant avec lui dans la guerre, dans le djihad contre un autre État. Et finalement, ces États qui payent aussi des tributs pour empêcher le terrorisme et le djihad sur leur propre territoire, finissent par être dévorés par l'allié sous la protection duquel ils se sont mis. Mais nous l'avons vu, vous en avez parlé, donc j'appelle tout le monde, ceux qui nous écoutent, à regarder les émissions précédentes. Vous avez parlé des révélations Oui, de Francesco Cossiga qui disait lors des accords Pacte Moro, au Moro, que les Italiens ont en fait vendu leurs juifs pour avoir la paix aux terroristes.
C'est pareil avec Macron aujourd'hui qui est presque en train de dire que Hezbollah est un parti politique et nullement une organisation terroriste. Donc on voit exactement la même chose, sauf que ça n'a pas très bien marché. Si on Non, pense au Bataclan, à Charlie, à Hypercacher, ça n'a pas très bien marché, ces accords-là. oui, mais ça ne marche jamais parce que le djihad ne vise pas un seul pays, mais il vise l'ensemble de la mécréance, des pays de la mécréance. Donc ça ne peut pas marcher. Et parfois, bon, il y eut une autre époque où on était plus franc et on pouvait publier des livres sur ce sujet, mais depuis l'alliance de l'Union européenne avec le djihadisme, il y a un véritable déni de l'histoire. Et j'ai déjà parlé aussi de cela. Mais cette politique a conduit à moraliser le djihad palestiniste, puisqu'il n'était pas, c'était Israël qui était la cause du terrorisme. Et donc le djihad palestiniste a été justifié comme guerre juste contre l'injustice de l'existence d'Israël. Et ainsi, cet argument justifie également les critères du djihad conquérant contre les mécréants du Dar el-Harb, euh, ainsi que son système déshumanisant de la dimitude. Parce que la guerre contre Israël n'est pas une guerre contre Israël seulement. On en Les parlera milieux dans les prochaines émissions de la dimitude. Voilà. Les milieux chrétiens, religieux, traditionnels en Europe et dans les églises d'Orient s'appliquèrent à transférer au peuple palestiniste, ex-allié d'Hitler, je précise, une victimologie artificielle, sosie, du destin tragique du peuple juif. C'est pour ça que je dis qu'elle est artificielle, parce que les Palestiniens n'ont jamais subi une victimologie et un destin semblable à celui du peuple juif. Mais dans la vision de ces chrétientés d'Orient, euh, elles ont voulu euh, assimiler les Palestiniens au destin tragique du peuple juif et faire des Israéliens les nazis. Ce qui était vraiment, bon, c'est le contraire de la vérité. Bon, euh, ils ont créé, je l'ai déjà dit la fois passée, une Palestine christique, rédemptrice de l'humanité, mais on voit encore cela. C'est pour ça que j'en reparle. Une Palestine crucifiée par le peuple déicide. Et cette propagande s'affiche dans de nombreux livres et feuilles renéotypées, comme celle de Olive, Olive Branch from Israël, diffusée internationalement par le canal des Églises. J'ai étudié en détail ce courant et ses promoteurs qui furent très nombreux dans mes livres. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai évidemment ici les feuilles dont vous parlez. Je vais les afficher sur l'écran. Dans une lettre qui a été écrite le 28 août 2001 par un évêque chrétien, donc qui s'adresse à ses frères et ses sœurs, il dit que l'armée israélienne a attaqué le village qui s'appelle Beit Jala. Nous sommes en 2001, c'est le début de l'intifada. Et alors, cette attaque, entre guillemets, a commencé parce que Beit Jala enfin, il y avait des terroristes qui ont commencé à tirer de Beit Jala sur un quartier qui se trouvait en proximité, quartier Guilo. Et donc, évidemment, pour protéger les citoyens israéliens,
l'armée est entrée à Beidjala. Beidjala, c'était aussi un endroit où on pouvait acheter des matériaux pour faire de la sculpture, etc. Je connais très bien où ça se trouve. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les motifs de l'entrée de l'armée israélienne dans ce village n'ont jamais indiqué dans cette feuille. Donc, dans cette lettre qui est adressée par l'évêque à ses frères et à ses sœurs, il présente l'armée israélienne comme une armée évidemment monstrueuse qui n'a d'autre chose à faire que d'attaquer les pauvres Palestiniens, effectivement, victimes de tout ce qu'on peut imaginer. Mais le problème, c'est que, notamment en l'occurrence, tout était à l'inverse. C'était une inversion permanente de la réalité dans le discours. Oui, c'est exact. Et c'est ce qu'on trouve dans toute cette propagande déversée par ces milieux. Et je dois dire, je m'empresse de dire qu'ils sont combattus par d'autres milieux chrétiens. Et donc, il ne faut pas penser que, il n'y a que ça. Au contraire, c'est un conflit à l'intérieur du christianisme dont j'ai parlé la fois passée. Mais euh, néanmoins, tout ce travail de l'Union européenne depuis 1973, quand elle a renoué ses vieilles alliances avec les représentants d'Amin al-Husseini, a transformé l'Europe en une palestinocratie. On ne, la Palestine est devenue une sorte est devenue comme une sorte d'idole que les populations européennes doivent non seulement, non pas peut-être même adorer, mais qui font partie du dessein européen pratiquement. Euh, et cette palestinocratie qui est la cause palestinienne est en fait la destruction de l'État d'Israël. Seulement, on ne veut pas le dire, mais on a transformé la politique de destruction d'Israël dans en une politique imposée aux populations européenne comme une forme de d'obligation morale. Oui, alors cette version de l'histoire palestinienne déforme avec le plus grand cynisme les faits historiques, comme je vous ai parlé de ces lignes d'armistice qui sont devenues des frontières internationales. Euh, cette tendance d'adoration de la Palestine n'est que le revers de la haine envers Israël. Un Israël qui a toujours tort de gagner, on ne reconnaît pas ses victoires, car son destin, comme avec les nazis, est de disparaître. Donc il ne peut pas gagner, on ne peut pas lui reconnaître de victoire. Cette politique fut la cause d'une propagande corrosive, permanente, haineuse et diffamatoire contre le peuple israélien. Ouais, elle persiste toujours et on le voit très bien dans les universités françaises. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que tous ces gens-là, tous les étudiants qui veulent défendre la Palestine, feront une croisade et s'arrêteront devant les frontières d'Israël, arrêtés par le Tsahal. Euh, alors, peut-être qu'il y a aussi autre chose dont vous avez parlé les fois précédentes. C'est un autre thème important qui concerne la manière dont la pensée européenne a été conditionnée. Comment, ça c'est une autre paire de manches, on en parlera une autre fois, mais ce conditionnement, on peut l'appeler le mythe andalou. Et comme je viens de le dire au début de cette émission, on l'a encore entendu de la bouche du président français Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de ce mythe? Parce que vous étiez la première à le contester. Oui, et je suis contente de voir aussi, c'est moi qui ai dit mythe. Et maintenant, je constate que de grands historiens sur le sujet, des spécialistes utilisent le mot mythe. Euh,
Alors voilà, oui, en effet, ce mythe andalou vantait la tolérance d'une gouvernance islamique des non-musulmans et sa supériorité sur une Europe chrétienne, bigote, arriérée, dépourvue de toute culture. Ce mythe affirmait la tolérance bénéfique de la domination arabe envers les minorités juives et chrétiennes, notamment en Andalousie, mais aussi dans l'Empire ottoman. Un flux de publications signées par d'éminents historiens sur ce sujet inonda le public pendant des décennies. Bon, je peux citer le nom de Georges Corme, Maxime Rodinson, euh, Norman, Norman Daniel surtout, John Esposito, des universitaires, qui sont des islamisants et des arabisants. William Montgomery Watt, Edward Said, Mark Cohen, ils sont légion et j'arrête là. J'arrête là. Mais j'étudie toutes leurs théories et même des hommes politiques très importants comme Macron, des ambassadeurs aussi, des ambassadeurs européens visitant des centres culturels musulmans qui propageaient cette version de l'histoire. Jacques Berck, qui fut l'un des plus actifs turiféraires en France, souhaitait même voir plusieurs Andalousies, c'est-à-dire des États musulmans, parsemer l'Europe. Le modèle andalou implique naturellement la prévalence de la charia sur le territoire. Euh, donc, euh, donc, il désirait voir la charia appliquée en Europe. À part l'Andalousie, les militants du multiculturalisme donnaient aussi le Liban comme exemple de la merveilleuse coexistence multiculturelle islamo-chrétienne et accusaient Israël, État-nation, de vouloir la détruire par jalousie. Donc Israël, toujours désigné par défaut comme ennemi, comme contre-modèle et cause du mal. Aujourd'hui, donc, quelques historiens courageux, notamment des Espagnols comme Serafín Fanjul et Dario Fernandez Morera, mais il y a aussi d'autres, et je ne peux pas tous les nommer, démentent les mythes andalous. Leurs livres sont publiés avec difficulté. Ils sont boycottés par la presse. Et il en est de même de tous les auteurs qui tentent de rétablir la vérité historique. La vérité selon les normes, la vérité selon les normes occidentales. Euh, Car il y a en fait deux versions de l'histoire. Il y a la version islamique qui considère que tout ce qui est islamique et l'histoire islamique et la charia est supérieure à tout ce que l'Occident mécréant peut faire, et la vérité la vérité historique selon les normes occidentaux qui se base sur des données, sur des faits, pour autant que l'archéologie et l'histoire puissent nous les donner, nous les fournir, et et a pu les conserver. Donc, et c'est ce qui explique en fait ces conflits sur la base de l'histoire dans les collèges, dans les écoles, dans les universités européennes maintenant. Parce que la version historique euh, ne confirme pas la version islamique. Et aussi, on doit se demander si les leaders arabiens ont construit une nouvelle société multiculturelle européenne sur un mythe, alors, quelles en seront les conséquences? Eh bien, c'est ce qu'on voit maintenant dans les écoles et les universités.
Notons que l'Andalousie a été le théâtre de 4 inquisitions, 2 islamiques contre les Juifs et les chrétiens, et qui vidèrent l'Andalousie de ses populations indigènes. Ces acquisitions, celles Almoravides, suivies par celles des Almohades au XIIe et XIIIe siècle, et 2 autres acquisitions catholique, d'abord contre les Juifs à la fin du XVe siècle, et un siècle plus tard, une autre acquisition plus douce, moins sévère, disons, on ne peut pas dire douce, mais moins sévère, contre les Moriscos, les musulmans qui avaient été forcés de se convertir et qui furent, comme les Juifs, et qui furent chassés. Le troisième pôle de cette politique eurabienne est le multiculturalisme, qui est le plus important pour l'avenir de l'Europe, car il s'inscrit dans la démographie et le heurt d'antagonisme religieux inébranlable, car ils sont fondés sur les préceptes suprémacistes de conquête, du djihad, et qui ont toujours fait l'objet d'un tabou. C'est pour ça peut-être qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été combattus. Mais je dois préciser que un grand nombre de musulmans euh, ne partagent pas du tout ces positions suprémacistes et djihadistes. Et au contraire, malgré tous les dangers, ils s'efforcent de les dénoncer, malgré tous les dangers qu'ils encourent comme musulmans. Ils s'efforcent néanmoins de les dénoncer. Alors, l'Europe, accrochée au mythe andalou, contourna et nia le choc des civilisations en attribuant à Israël, symbole de l'injustice, les causes du terrorisme djihadiste. Le multiculturalisme promet donc une Europe sans frontières, fortement hostile au sionisme et à l'État d'Israël, euh, accusé par sa seule existence de causer les conflits islamo-européens actuels. C'est à la base du multiculturalisme. L'islam a toujours bien vécu avec les autres religions. C'est Israël qui est fautif. Si seulement Israël disparaissait, la coexistence euro-islamique retournerait à son état idyllique antérieur. Le multiculturalisme prêche l'équivalence des cultures pour accepter celle des migrants musulmans en Europe sur un pied d'égalité avec celle du pays d'accueil. On peut noter que le multiculturalisme est admis seulement en Occident, mais il est refusé dans tous les pays musulmans, les 56 pays musulmans, en Chine et en Russie également. Euh, il fut adopté par les pays de l'Union européenne sous les pressions de l'Organisation de la coopération islamique suite au refus d'importantes proportions de migrants musulmans de s'intégrer dans les sociétés européennes mécréantes et d'adopter leurs mœurs, euh, et car cela est interdit par la charia. Le multiculturalisme recouvre ces injonctions islamiques par des prétextes idéologiques séduisants pour imposer aux sociétés occidentales des comportements étrangers contraires à leurs lois et à leur éthique. Je dois toujours préciser donc que les immigrants musulmans n'ont pas tous cette position vis-à-vis, ils s'intègrent dans nos sociétés et ils sont très
et nous apporte une grande aide pour comprendre tous ces problèmes. Euh, je précise aussi que le commandement juif, euh, la loi du pays fait loi, ou bien à Rome fait comme un Romain, est contraire à la loi islamique, qui, dès les débuts de l'islam, instaura des normes très sévères pour séparer les musulmans des mécréants. On voit, par exemple, ces lois de séparation qui apparaissent, qui sont euh, euh, déjà formulée au début de la conquête islamique, quand les armées musulmanes étaient minoritaires dans les pays qu'elles venaient de conquérir. C'était des armées colonisatrices de la colonisation, et elles ont donc conquis d'énormes pays dont les populations étaient en majorité pratiquement toutes d'une autre religion. Et donc, ces lois séparant les musulmans des masses non musulmanes avaient déjà été déjà formulées. Euh, donc, elles sont inscrites dans le djihad. Comme le djihad n'a jamais été aboli, nous vivons toujours malheureusement une période de djihad. Euh, mais je voudrais aussi préciser que la volonté arabienne de toujours vouloir croire que l'islam s'intégrera au christianisme dans des sociétés chrétiennes, comme le fit le judaïsme, est une source de grossière erreur. Le multiculturalisme est un sujet complexe. Euh, je suis obligée de passer et de faire des généralisations parce que on ne peut pas décrire en quelques mots un processus très long de 40 ans qui a transformé les sociétés occidentales jusque dans leur fondement. Mais on peut en suivre tous les développements dès 1973, comme je l'ai fait dans mes recherches sur les vecteurs et les formes de la dimitude, c'est-à-dire en découvrant en fait les politiques d'islamisation de ces sociétés. On trouve une grande, une un nombre considérable de documents à tous les niveaux, dans tous les secteurs qui peuvent indiquer cette évolution. Je renvoie les personnes qui s'y intéressent à mes livres publiés en 2006, 2010 et 2015 en français, anglais et italien, mais je précise que ce sont des livres qui touchent à peine le sujet, que probablement j'ai dû faire des erreurs comme tous les historiens en font sur un sujet qui n'existait pas et donc où il s'agissait donc d'établir déjà les bases. Donc, pour conclure, je dirais que les problèmes actuels des sociétés européennes, ainsi que insécurité, effondrement du système éducatif, antisémitisme, terrorisme, proviennent de la décision de l'Union européenne de s'allier avec le djihad contre Israël. C'est mon opinion. Cette alliance contre nature elle a amené à nier l'histoire et l'actualité d'une force qui fut et demeure, de par son propre but, son ennemi, et à laquelle elle s'intégrait par choix. C'était à coup sûr se faire harakiri, car comment survivre en absorbant les principes d'une doctrine qui veut votre destruction? Je précise que le djihad ne combat pas seulement les juifs, mais aussi les chrétiens et toute autre forme de mécréance.
L'Europe qui en 1973 comme en 1937 s'était alliée au djihad pour éliminer Israël, s'est si profondément empoisonnée et mutilée qu'elle doute aujourd'hui de sa survie même. Vous avez raison, on le voit de toute façon absolument partout. Mais il faut espérer que quand même les populations vont se réveiller. Je ne suis pas sûre que le salut, si le salut existe, vienne des élites, mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour toutes les lumières que vous apportez sur ces sujets extrêmement complexes. Donc j'invite tout le monde à lire vos livres qui seront affichés ici, bien évidemment. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que récemment, le président Macron a parlé de barbarisme en faisant De la euh, barbarie commise par Israël. de barbarie, oui, voilà, en faisant une comparaison entre le Hamas et Israël. Alors donc, je voudrais dire que le djihad et la barbarie, parce qu'il faut lire les lois et l'idéologie et les lois et les pratiques du djihad qui ne sont pas appliquées aujourd'hui, excepté quand on a vu ces nouveaux États, ISIS, le nouvel État L'État islamique en islamique, Syrie Al-Qaïda, Daesh, oui, et en effectivement. Irak, voilà, c'est ça. Donc ces règles-là sont revenues, mais néanmoins pas dans toute la barbarie exprimée au 7e siècle, car le djihad donc incorpore la barbarie et les organisations internationales qui collaborent en laissant construire comme à Gaza et au sud Liban, en laissant construire sous les habitations civiles, des hôpitaux, des Ouais. écoles, une forteresse souterraine terroriste pour génocider le peuple d'Israël, comme à Gaza et au Liban, ou ces organisations internationales qui refusent de visiter les otages pris par des mouvements djihadistes comme le Hamas, parce qu'ils sont des otages juifs, participent à cette barbarie, comme aussi les États qui la financent, comme on finance l'UNRWA. Tout le malheur actuel de l'Europe procède de sa collusion avec le système barbare qu'elle a disculpé pour s'en protéger en inversant la culpabilité du criminel sur sa victime coupable d'exister. C'est ça l'analyse que je fais. Mais je veux préciser que cette politique n'exprime pas toute la politique de l'Union européenne ni de l'Europe et que heureusement elle est combattue par d'autres mouvements. Et je vous rejoins là quand vous exprimez l'espoir que nous nous en sortirons. En effet, je vous joins dans cet espoir parce qu'il y a des mouvements qui s'y opposent. Merci beaucoup, Batior, pour tout ce que vous Merci, racontez. Et notre prochain cycle avec vous va être consacré au concept que vous avez expliqué et travaillé d'imitude. Merci. merci.